70, le deuxième était le... Nos invités, Nathalie Moret, vous êtes journaliste pour le groupe de presse régional EBRA. À lire votre article, Emmanuel Macron et Marine Le Pen à la conquête du vote des jeunes. Bruno Cotresse, vous êtes chercheur au CNRS, au CEVIPOF, dont vous coordonnez le baromètre de la confiance politique, enseignant à Sciences Po, co-auteur d'Histoire d'une révolution électorale 2015-2018, c'est aux éditions Garnier. Et enfin, Jeff Wittenberg, vous êtes journaliste politique à France Télévisions. Merci de participer à cette émission en direct. Alors, on va voir ensemble, on vient de les avoir, les images du plateau télé où se dérouleront demain soir. Alors, je crois qu'on va les voir, parce qu'elles viennent d'arriver, donc je ne sais pas si elles sont montées, pour tout vous dire. Alors, elles sont... On les voit ou pas? Sinon, on passe le sujet. Alors voilà. Ah bah voilà. Alors, Jeff Wittenberg, vous qui n'en êtes pas à votre premier débat télévisé, on dit que c'est extrêmement codé. Ces débats. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on se met d'accord, les deux, quand on se met d'accord sur, évidemment, comment ça se passe? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a 3 tirages au sort. Hein. Il y a 3 tirages au sort. Un pour savoir lequel des deux va commencer. Qui parle en premier? Qui parle en premier. L'ordre aussi, la place de chacun, gauche ou droite. Et même les loges, pour savoir dans quelle loge sera placée Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. On tire au sort et ça sera décidé aujourd'hui. Ensuite, vous l'avez dit, rien vraiment n'est laissé au hasard, jusqu'à la température qui doit être de 19 degrés, l'écart entre les deux candidats, 2,50 m précisément, l'écart avec les journalistes, 4 mètres. On sait aussi, ça c'est le réalisateur qui l'a confié à nos confrères du Parisien, qu'il y aura 23 caméras cette année, c'est-à-dire beaucoup plus encore qu'il y a 5 ans, 7 caméras de secours, mais 16 consacrées juste à ce débat. Alors il y a les caméras sur les candidats, plan large, plan moyen, plan serré, et puis toujours la même question depuis 1974, ce qu'on appelle dans notre jargon les plans de coupe. Alors c'est quoi les plans de coupe? Parce que là, quand on n'est pas un spécialiste de la façon de tourner un débat. Simple, là, je ne sais pas ce qui se passe à la réalisation de notre émission en ce moment, mais là... Par exemple, vous me parlez et, la caméra montre Bruno Cotresse en train de lever les yeux au ciel en disant « Qu'est-ce qu'il raconte, Jeff Wittenberg ?» Vous avez tout compris. Donc, dans un débat télévisé, vous imaginez l'importance que peut avoir la tête que fait un candidat lorsque l'autre lui parle. Il y a un exemple fameux, c'est la tête de Nicolas Sarkozy lorsque M. François Hollande lui a asséné ses 15 « Moi, président, je ferai telle et telle chose ». On va regarder l'extrait. On le regardera tout à l'heure, mais on n'a pas vu la tête de Nicolas Sarkozy pendant cette période-là. On ne l'a vu qu'après, et pour cause. Et alors, il y en a un plan de coupe fameux, justement, parce que le camp de Marine Le Pen a été exigeant sur ces plans de coupe, parce que lors du premier débat en 2017, on va voir, je crois, l'image. À un moment, on la voit fouiller dans ses papiers, un peu en panique, pour chercher des références ou pour chercher un chiffre. Tout ça montrait, donnait l'impression d'une impréparation ou en tout cas d'une maîtrise moins franche des dossiers que ne pouvait l'avoir Emmanuel Macron. Voilà. À cette époque-là, en tout cas. Pour la petite histoire, donc en 2007, vous parliez tout à l'heure de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Alors Nicolas Sarkozy voulait une température très basse, Ségolène Royal très haute. Alors ils s'étaient débrouillés, l'un avait 18 degrés et l'autre 22. Ah ben écoutez, vous me l'apprenez, mais voyez... Les magies de la climatisation. Alors, on parlait du dernier débat 2017. Marine Le Pen va devoir bien sûr faire oublier le fantôme du dernier débat, ou de son propre aveu, hein, je me permets de le dire. Elle avait raté ce débat. Et l'illustration de ce débat raté, ça avait été sa sortie de route sur la fameuse histoire des envahisseurs, sortie de nulle part, et on n'avait pas tellement compris ce qui se passait, à quoi elle faisait référence à ce moment-là. Ben, je vous propose de revoir ce passage des envahisseurs. C'était à la toute fin du débat, on regarde. Les Françaises et les Français que vous avez méprisé qui ont voté pour pendant vous. toute cette campagne, avec des propos injurieux. Les Françaises et les Français qui ont voté pour vous, comme pour Monsieur Dupont-Aignan, je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçons de morale. Mais je les connais vous aussi. Savez, ça n'est pas eux que vous visiez quand vous disiez... dans ma région. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Nathalie Moret, il y a eu des documentaires. Elle a participé, Marine Le Pen, à des documentaires sur ce fameux débat. Et elle le reconnaît, elle a un regard très lucide sur ce ratage. Elle a un regard très lucide et j'allais dire très politique. C'est-à-dire qu'elle se sert de ce débat raté
pour dire « Regardez, j'ai travaillé, j'ai changé et aujourd'hui j'ai un projet, travaillé, etc. » C'est-à-dire qu'elle a compris que ce débat était raté. Je pense que ça a été très douloureux pour elle. Mais elle a compris aussi que la seule façon de s'en sortir, c'était d'admettre qu'effectivement c'était raté et d'en faire une force. Ah. Et du coup, c'est ce qu'elle fait. Et du coup, elle en parle. Parce qu'on lui a beaucoup renvoyé cette image-là. Donc, elle n'avait d'autres... elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle l'admette. Et je suis assez bluffée par la façon dont elle a encaissé l'histoire. Et aujourd'hui, clairement, elle en fait une force. Alors, après, attention, je veux dire, c'est de l'affichage. Après, on a vu... Le prochain débat n'a pas encore eu, si je peux me permettre. Non, mais clairement, c'est ce qu'elle... Moi, je sais que j'ai fait des faces aux lecteurs avec elle. Les lecteurs, systématiquement, lui renvoient cette image en lui disant « mais vous étiez pas prête », etc. Et là, elle en fait une force en disant « oui, mais aujourd'hui, je suis prête ». Là où je dis que ça a des limites, c'est que depuis une semaine, où on a vu, elle est moins sur une campagne d'image, mais plus sur le fond, on a vu qu'elle a été mise déjà en difficulté à plusieurs reprises. Donc effectivement... Alors on ira sur le fond, mais donc ce qui veut dire que quand même elle va se savoir observer et on va se dire a-t-elle progressé depuis 2017 C'est l'autre jour Christophe Barbier qui disait avant de combattre son adversaire Emmanuel Macron, il faudra qu'elle combatte le fantôme de Marine Le Pen 2017. Pour elle, personnellement, ça va être, je pense, une tension supplémentaire, c'est évident. Après, il lui suffit d'être simplement moyenne, j'allais dire, pour paraître bonne. Donc, clairement, si elle est juste moyenne, si elle n'est pas hyper percutante et hyper précise sur les dossiers, le fait d'avoir fait un débat catastrophique il y a 5 ans, elle va paraître plus préparée. C'est ce que j'allais dire, Bruno Cotresse. Qui a le plus à perdre dans ce débat? Parce que qui arrive en favori dans ce débat? Et on sait, quand on est favori... on ne peut que perdre son statut. Et oui, c'est toujours compliqué quand on est favori et surtout quand on a un bilan. Et donc c'est bien un des enjeux pour Emmanuel Macron qui est quels éléments de son bilan va-t-il mettre en avant, parce qu'il y a des éléments du bilan d'Emmanuel Macron qui peuvent le mettre en difficulté. Marine Le Pen viendra sur ces éléments de bilan qui peuvent le mettre en difficulté. Par exemple, la réforme institutionnelle est un des piliers du programme d'Emmanuel Macron qui n'a pratiquement pas été mis en œuvre. L'écologie, l'environnement, pourtant Dieu sait qu'Emmanuel Macron communique beaucoup sur ce thème dans l'entre-deux tours, mais beaucoup vont lui renvoyer l'image de la Convention citoyenne en disant mais finalement, où ça en est? Et donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, il a ce point, en tout cas, peut-être pas de faiblesse, mais en tout cas, ce point qui est un point sensible. Il devra assumer son bilan. Il devra assumer son bilan. Et elle va cogner, elle va s'en servir. Retour sur la crise des Gilets jaunes, sans aucun doute du côté de Marine Le Pen, et à travers la question des Gilets jaunes, la question de la réforme, la méthodologie de la réforme. Emmanuel Macron nous dit, je vais changer de méthodologie, je vais consulter la population, je vais dialoguer. Donc en creux, ça veut dire qu'il ne l'aurait pas fait pendant le premier mandat. Alors, on continue sur la forme, on va rentrer sur le fond, évidemment, du débat. Mais sur la forme, Jeff Wittenberg, on dit que Marine Le Pen, du coup, la dernière fois, elle était arrivée crevée, disait-on. Là, elle s'est énormément préparée. Alors, elle est isolée dans une maison. Il y a un faux Emmanuel Macron, je crois. Je ne vous révélerai pas l'identité ce matin. Vous le connaissez? Ben non, puisqu'il reste... C'est à se demander même s'il existe vraiment. En tout cas, on nous parle d'un énarque de quadragénaire, très brillant. Qui réagirait comme lui. Comme Emmanuel Macron, mais on ne sait pas encore qui est ce sparring partner mystère. C'est vrai, alors... Elle a beaucoup communiqué sur cette question, sur le fait qu'elle allait s'isoler pendant 2 jours, alors que peut-être il y aura finalement un déplacement demain, qu'elle avait besoin de faire ce break, pardonnez-moi ce mot de franglais, avant ce match retour. Est-ce que finalement c'est forcément positif? Est-ce qu'elle ne donne pas aussi l'impression d'avoir... Elle a beaucoup se préparer et donc on y revient, à se mettre quand même une pression très très forte, alors qu'Emmanuel Macron, de son statut de président de la République, lui, il n'a pas forcément à incarner autre chose ou à jouer autre chose que sa propre partition. Et il y a une question peut-être qui sera quand même beaucoup évoquée demain, et notamment à la lumière des événements d'aujourd'hui, c'est la politique internationale et ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui avec de nouveaux développements extrêmement graves. Là aussi, le président de la République va jouer à fond sa carte de président de la République. Voilà, Bruno Cotresse, il faut qu'elle fasse président sur la forme. Il faut qu'on y tient, elle,
Je la vois dimanche représenter la France à l'élection, dans les sommets internationaux, au G7 ou face à Vladimir Poutine. Très important aux yeux des Français, effectivement, cette dimension de capacité à incarner le rôle de la France au plan international. Et c'est vrai que sur ce point, Emmanuel Macron a un double avantage. C'est d'abord un avantage qui lui est reconnu avant même qu'il n'ait gagné la présidentielle en 2017. Il faisait président. Et puis il a un deuxième avantage, il est dans le poste, c'est lui qui occupe le siège. Et donc sa fonction l'amène forcément à avoir une image qui est une image de la France, le représentant de la France, la crédibilité internationale. Et c'est vrai que quand on voit les bilans d'image des deux candidats, Emmanuel Macron la domine très clairement sur ces éléments liés à sa fonction et à son style personnel. Mais Marine Le Pen, quand on compare aussi l'évolution d'image sur les dimensions de la compétence, sur les dimensions de la capacité à faire chef, elle a aussi progressé. D'accord. Si je peux ajouter quelque chose sur cette dimension internationale, autant Marine Le Pen va appuyer, vous le disiez, sur les gilets jaunes, sur le déficit de confiance qu'il y a pu y avoir entre les Français et leur président pendant 5 ans, autant de l'autre côté, Emmanuel Macron va appuyer sur les liens entre Marine Le Pen et la Russie et Poutine. Ça, vous disiez, on peut s'y attendre. On peut tout régler. En revanche, on ne peut pas quand même exiger qu'on ne parle pas d'international. Les deux impétrants, là, les deux candidats... Il était question qu'il y ait 5 thèmes. 5 thèmes, d'accord. Alors, le risque pour Emmanuel Macron, comme il est favori, comme il fait déjà président, tout ça je le mets entre guillemets, c'est qu'il pêche par peut-être arrogance et par paternalisme, voire par, on pourrait lui reprocher un comportement sexiste du mâle dominant. Et c'est ce que redoutait Nicolas Sarkozy en 2007 quand il était face à Ségolène Royal. Il dira par la suite qu'il n'avait qu'une peur, c'est de passer pour qu'on lui fasse un procès en machisme. Je vous propose précisément qu'on regarde cet échange très tendu. Nous sommes en 2007, c'est la fin de l'émission, et Ségolène Royal va un petit peu s'emporter face à Nicolas Sarkozy sur la question des personnes en situation de handicap. C'est un moment très tendu du débat, on regarde. Non, Monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Et il y a des colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République, parce que je sais les efforts qu'ont fait les familles, qu'ont fait les écoles pour accueillir ces enfants qui aujourd'hui ne le sont plus. Et sur ce point-là, je ne laisserai pas l'immoralité du discours politique reprendre le dessus. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Non, je ne perds pas mes nerfs. Je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Je n'ai pas perdu mes nerfs. Je suis en colère. Vous permettez, et il y a des colères très saines et très utiles. Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve. Je ne m'énerve pas. Je suis en colère. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé alors? Je ne suis jamais énervée. J'ai beaucoup de sang-froid. Ah bon, très bien. Écoutez, vous venez de le perdre, alors c'est pas de chance. Non, justement pas. Je suis en colère face aux injustices. Alors, moment de haute intensité, qu'est-ce qu'il faut... Quelles sont les erreurs à ne pas commettre là? On doit les regarder, j'imagine. Il doit y avoir des tas de communicants qui disent, alors si vous vous retrouvez dans cette situation, comment réagir? Oui, en plus, c'est un moment du débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. C'est quasiment un des rares moments dont on se souvient. Donc ça veut dire que ça a été marquant. Et c'était plus à l'avantage de Ségolène Royal. Donc effectivement, Emmanuel Macron, il est souvent... une des critiques qui est souvent formulée contre lui, c'est une espèce d'arrogance, une espèce de mépris. Donc, comme on est dans un moment de la campagne où on est Emmanuel Macron, la France d'en haut, contre Marine Le Pen, la France d'en bas, le pouvoir d'achat, etc., le pire qui pourrait arriver, c'est qu'effectivement, et je pense que c'est ce qu'elle attend, qu'il se comporte comme le sachant face à elle qui est la porte-voix des gens qui n'ont rien, pour reprendre une expression que le président de la République avait employée. Donc, de se retrouver face
comme Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal dans la même configuration qui est vraiment, oui, où il pourrait avoir une marquée du mépris, je pense que c'est une grande crainte du côté de l'exécutif. Et c'est renforcé par le fait que Marine Le Pen est une femme. Il n'y a jamais, on a vu une femme présidente de la République. Lui, il est le président en exercice, donc il est auréolé de sa superbe présidentielle. Donc c'est effectivement un risque. Comment on fait pour lutter contre ça? C'est extrêmement difficile parce que dans l'instant, c'est dans l'instant d'un échange, tout peut aller très très vite et déraper. On ne peut pas totalement maîtriser ça. Donc oui, ça va être quelque chose, je pense, qui va être scruté dans les deux camps. Donc pas de péché d'arrogance, mais il le sait ça, oui. Emmanuel Macron. On l'attend sur ce temps. Il ne faut pas non plus s'énerver, parce que vous disiez Ségolène Royal, est-ce que c'était... est-ce qu'on peut... D'ailleurs, à un moment, il a eu cette phrase, elle perd ses nerfs. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas être un peu taxé de machisme et de sexisme? Oui, on est sur un sujet qui est très délicat. C'est une petite phrase et boum, et c'est connoté. Oui, mais on était sur un sujet très, très délicat. Ségolène Royal, dans l'extrait que nous venons de voir, le point fort, elle montre sa colère. Elle le redit plusieurs fois. Je ne m'énerve pas, je suis en colère. Il y a des colères saines. Il y a des colères saines. Elle emploie des mots-clés qui parlent directement à son électorat, des injustices, les souffrances de la vie, le côté immoral du propos qu'aurait tenu le futur chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Et donc on voit un discours qui emprunte d'émotion. Et c'est vrai que parler émotionnellement à la télé dans un combat politique, c'est plutôt un bon point, jusqu'à une certaine limite. Et on voit que peut-être c'est le dosage. Ségolène Royal répète plusieurs fois « Je ne m'énerve pas, mais je suis en colère, je suis en colère ». Donc c'est vrai que Marine Le Pen, demain, elle a un enjeu très important, elle qui est effectivement son électorat sous le coup d'une très grosse colère contre le système social, contre les injustices, contre le système politique. Et évidemment, on voit qu'Emmanuel Macron, l'erreur à ne pas faire, c'est effectivement de renvoyer l'image qui est vous êtes quelqu'un qui est émotionnel et moi je suis la raison, le sachant, effectivement. Si on veut bien se souvenir de ce débat, il y a aussi une élection, un second tour qui a suivi, Ségolène Royal a perdu. Donc il ne faut pas oublier que peut-être dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a l'aspect effectivement de Nicolas Sarkozy qui peut apparaître un peu méprisant, un peu machiste, comme l'avait été Gérald Darmanin récemment avec la journaliste Apolline de Malherbe. Ouais. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Néanmoins, on voit aussi que Madame Royal, objectivement, est en colère, mais une colère franche et on peut dire de façon objective qu'elle s'énerve un petit peu. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est apparu aux téléspectateurs. Et je pense que, à contrario, Marine Le Pen va, en voyant ce genre d'extrait, faire très attention à ne pas avoir ce genre d'attitude. Et on le constate dans cette campagne depuis des semaines. Elle veut apparaître zen, c'est-à-dire ne jamais... et elle a reconnu elle-même qu'elle avait été agressive il y a 5 ans, et là, il y a peu de chances qu'elle, justement, dans ses entraînements, ses média training qu'elle fait depuis quelques jours, l'idée est, même si elle se sent diminuée, agressée, tout ce que vous voudrez, elle va jouer, elle va surjouer même le côté tranquille, non agressif, convivial. Tout en se faisant la porte-voix dès la colère. Bien sûr, mais il y a manière et manière de le dire. Et je pense qu'elle ne le... On verra bien, hein, mais qu'elle a retenu la leçon justement de cet extrait qui a abouti quand même c'est pas la seule raison, mais en tout cas qui a, au final, a abouti à la défaite de Ségolène Royal. Nathalie Moret, d'ailleurs. Un débat très réussi de Marine Le Pen et très raté d'Emmanuel Macron qui tomberait dans des pièges. Ça peut changer le cours ça peut changer le cours des sondages là, qui nous donnent, comme le Brexit d'ailleurs, hein, 3 jours avant, c'était le Royaume-Uni devait rester, il ne cesse de le rappeler ça dans le camp Macron, devait rester dans la Grande-Bretagne et Hillary Clinton devait gagner l'élection de 2016. Hein. Alors il faut savoir que habituellement en France, ça fait pas trop bouger les lignes. Un grand débat d'entre-deux tours. En revanche, là, on est dans une configuration un petit peu différente. On n'est plus dans une confrontation droite-gauche, on est dans une France qui est divisée en 3. Donc, je pense que les partisans d'Emmanuel Macron et ceux de Marine Le Pen, que ce soit raté ou réussi d'un camp ou de l'autre, ça ne va pas faire bouger les lignes. En revanche, sur tout l'électorat qui est indécis, sur tous les abstentionnistes, effectivement, ça peut peut-être faire bouger les lignes. Peut-être, à la marge. C'est pas le plus important, à mon avis, un débat, mais peut-être que celui qui arrive demain est plus important que ceux qui se sont produits les années précédentes. Bruno Cotresse, ouais. Il y a un autre aspect qui est aussi le lendemain du débat.
le lendemain du débat et le lendemain de l'élection, même, je dirais. Et les enjeux ne sont pas les mêmes pour les deux candidats. Un débat qui serait raté pour Emmanuel Macron, et par exemple un Emmanuel Macron qui perdrait la présidentielle, il sort du tableau. Marine Le Pen, un débat qui serait sans être totalement réussi, mais qui montrerait de la progression par rapport à 2017, avec un Emmanuel Macron qui gagne. Marine Le Pen continue d'être dans le tableau parce qu'elle a montré à son électorat qu'elle est toujours la patronne au fond de son camp politique, et non seulement ça, mais qu'en plus qu'elle a pu véritablement challenger Emmanuel Macron, donc les enjeux ne sont pas exactement symétriques. Donc c'est elle qui a tout à gagner et lui qui a tout à perdre. Oui, elle a beaucoup à gagner, ça c'est certain, d'autant plus qu'elle a été terriblement concurrencée dans cette présidentielle, et que l'angle d'attaque de son principal concurrent de premier tour, Éric Zemmour notamment, était dire jamais elle ne gagnera la présidentielle, puisqu'elle a montré en 2017 ses limites. Donc énorme enjeu pour Marine Le Pen de ce point de vue-là. Alors, oui. Non, juste pour dire que la sûreté du vote observée par les sondages, c'est une question qu'on pose aux sondés. Est-ce que vous êtes sûr de votre vote? Voilà. Et bien, dans le cas d'Emmanuel Macron, je crois que c'est 91%. Dans le cas de Marine Le Pen, c'est 87 ou 88%. Donc, il faudrait vraiment un cataclysme de l'un ou de l'autre pour que ces électeurs sûrs de voter. Mais il y a les abstentionnistes. Mais il y a les abstentionnistes et les mélenchonistes. Et les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, plus exactement, dont on sait. Si on dit, moi, je ne vais pas voter, bah, peut-être que ça pourrait les... Les tiers d'entre eux qui ont été consultés sur les 210 000 consultés par LFI ont dit qu'ils ne choisiraient un vote blanc ou une abstention. C'est donc un gisement, un potentiel énorme à convaincre pour l'un comme pour l'autre. Alors, sur la forme, attention au péché d'arrogance, ne pas s'énerver, hein, etc., être calme, être zen, pour je reprends votre expression. Maintenant, sur le fond, maîtriser ses dossiers. Alors là, je suis désolé, une fois de plus, c'est au passif de Marine Le Pen. Bah, on va re-regarder un moment culte du dernier débat de Marine Le Pen. On parle d'économie, on parle de SFR, et elle regarde dans ses notes, et c'est une note sur Alstom, une autre entreprise qui sort, donc elle confond les deux dossiers. On regarde. SFR était la propriété d'un groupe privé qui s'appelle Vivendi. Nous sommes dans un État où la propriété privée est respectée. C'est le groupe Vivendi qui l'a vendu. Ne dites pas de bêtises. Vous en dites beaucoup. Ça n'est qu'une des bêtises que vous avez proférées depuis tout à l'heure. Mais surtout, ça ne fait pas avancer le pays. Votre prédécesseur, il ne voulait pas la vendre. Mais personne ne voulait la vendre. Simplement, quand vous avez un groupe privé qui est détenu par des capitaux privés, oui, cherchez dans vos dossiers, vous feriez bien. Oui, je vais vous retrouver ça immédiatement et vous allez voir que vous allez être en difficulté une fois de plus. Je connais un peu les dossiers. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision. Pour Alstom, vous avez dit à M. Dupont-Aignan, c'est pas moi. Mais on parle d'Alstom. Janvier 2015, devant l'Assemblée, j'ai pris la décision de permettre à General Electric de rentrer dans Alstom. Moi, personnellement. Madame Le Pen, vous ne parlez pas du même sujet. Vous parlez d'Alstom et de General Electric. Laissez-moi terminer. Le lendemain du départ de M. Montebourg, vous avez accordé, alors qu'il le refusait, la vente de SFR. Et c'est la réalité. Pourquoi vous ne l'assumez pas? Bon, sur la forme, là, vous dites beaucoup de bêtises, il pourrait plus se permettre, là, non? Oui, et à la fois, non seulement sur la forme, mais aussi sur l'attitude générale. On voit que non seulement son langage corporel à Emmanuel Macron, dans cet extrait, incarne presque la position du professeur, celui qui s'adresse avec une bienveillance un peu moqueuse à l'élève en disant qu'il ne maîtrise pas son dossier, son sujet. Effectivement, ça, Emmanuel Macron, avec 5 ans de mandat, avec tout ce que nous avons vécu, il ne peut pas se le permettre. Quant à Marine Le Pen, on voit une autre difficulté. Au fond, c'est pas tant qu'elle confond SFR et Alstom, mais c'est surtout qu'elle essaye un argument qui est de montrer que c'est une métaphore, que comme il s'est comporté sur Alstom, comme il s'est comporté sur General Electric, il voudrait se comporter sur SFR, sauf que c'est un argument qui est trop compliqué pour une séquence de temps très... Elle a raté son effet, en fait. Et elle rate son effet. Ah ouais. Néanmoins, c'est vrai que Nathalie Moret, sur le fond, on le sait, Emmanuel Macron, c'est un fort en thème qui sait tout sur tout. C'est compliqué, c'est une faiblesse, là, pour... Marine Le Pen, elle le sait Oui, mais elle va s'appuyer sur quelque chose qui n'existait pas il y a 5 ans, c'est le tout sauf Macron. Emmanuel Macron, il n'était pas connu. Il y a 5 ans, c'était quelqu'un qui était qui avait été ministre, qui bouleversait le champ politique et qui arrivait un petit peu comme un ovni. Là, il a gouverné pendant 5 ans. Et surtout, il y a un anti-macronisme dans le pays, mais assez hallucinant. Moi, franchement, je travaille en presse quotidienne régionale. Je pense qu'on n'imagine pas ici, à Paris, à
quel point il y a un désamour du président de la République, y compris chez ceux qui votent pour lui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui votent pour lui parce qu'effectivement, comme vous le disiez, c'est un fort en thème, il est voilà, il connaît tout sur tout, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, mais il y a quand même une partie de son électorat qui vote pour lui par défaut et qui n'est pas du tout fan de la personnalité du président. Comment vous l'expliquez, cette détestation? Je ne l'explique pas, je le constate. Alors là, pour le coup, il faudrait être sociologue, sondeur pour l'expliquer. Peut-être que Bruno pourrait l'expliquer plus que moi. En revanche, moi, je le constate, y compris dans les témoignages qu'on reçoit, dans les commentaires des internautes, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, c'est là-dessus qu'elle va appuyer Marine Le Pen. Je pense que c'est un atout très important pour elle, cet anti-macronisme dans le pays. Alors, il ne faut quand même jamais oublier que c'est ceux qui ont des jugements négatifs qui s'expriment le plus. Il y a aussi peut-être, non pas une majorité, mais une partie silencieuse de l'opinion, notamment chez les personnes âgées, qui ne s'expriment pas dans les réseaux sociaux, dans les journaux, etc., mais qui, lorsqu'on regarde les sondages de popularité des présidents sortants, Emmanuel Macron ne s'en sort pas si mal par rapport à François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou François Mitterrand. Sa popularité est encore de 35%, ce qui est presque un exploit à la fin d'un quinquennat. Alors certes, les gens qui ne l'aiment pas ne l'aiment vraiment pas, mais il y a aussi quand même une espèce de bloc silencieux, je le répète, notamment chez les seniors, qui lui est favorable et voire qu'il aime bien, il faut aussi le dire. Les réseaux sociaux font ressortir la détestation. Toujours, c'est-à-dire qu'en général, dans les réseaux sociaux, on exprime plus souvent la détestation que l'empathie. Enfin, c'est pas propre à Emmanuel Macron. Ce que je voulais dire, c'est que dans les 28% qui ont voté pour lui au premier tour, il n'y a pas 28% de fans absolus. C'est-à-dire qu'il y a aussi une partie, les gens qui ont voté pour lui parce qu'ils pensent que c'est le meilleur président, mais sans adhérer totalement à la personnalité du président. Sur le fond, il va jouer sur du velours quand on va parler de l'Ukraine, parce que là, il aura beau jeu. Quelles sont les thématiques? Mais sur la maîtrise des dossiers par rapport à l'extrait qu'on a entendu, il faut quand même préciser... Effectivement, il y a le côté un petit peu professoral et condescendant, arrogant, diront certains, d'Emmanuel Macron, mais que Marine Le Pen, ce n'est pas la même là non plus qu'il y a 5 ans. Elle a énormément travaillé. Je ne pense pas qu'elle referait la même erreur sur Alstom et SFR. Aujourd'hui, il y a ceux qui l'entourent, l'ancien préfet, par exemple, Christophe Bay, qui dirige sa campagne, qui connaît parfaitement tous les réseaux de l'État, de la haute administration. On parle aussi des Horaces, ces fameux hauts fonctionnaires de l'ombre qui conseilleraient Marine Le Pen et qui, le jour venu, se feront connaître du grand public peut-être, mais en tout cas, elle est aujourd'hui très briefée, très préparée, et on en revient à ce qu'on disait au début de l'émission. Ce n'est pas pour rien que pendant 48 heures, elle a choisi de vraiment que telle une championne sportive se préparer mentalement et physiquement et être incollable finalement sur ne pas refaire le genre d'erreur de 2017. Le genre d'erreur sur le fond, c'est vrai qu'en 2017 d'abord elle parlait macroéconomie, Alstom, bon ça parle pas, c'est pas dans notre quotidien en tous les cas. Sortie de l'euro, elle avait été embarrassée, alors que là pour le coup Marine Le Pen, on l'a entendu, elle parle pouvoir d'achat, c'est une façon beaucoup plus concrète, concernante de parler d'économie et où pour le coup c'est beaucoup plus facile quand on est dans l'opposition, ce qui est le cas de Marine Le Pen. C'est clair que dans sa campagne, elle a voulu fortement incarner par des mesures extrêmement précises qui touchent au porte-monnaie directement. Au fond, sa campagne de premier tour, c'est que vous reste-t-il dans le porte-monnaie à la fin du mois ? Sur quoi on pourrait agir pour qu'il en reste davantage, et ça parle à tout le monde. Donc c'est vrai qu'elle a fait de ce point de vue-là une campagne. Alors que la sortie de l'euro, ça a effrayé tout le monde. Sortie de l'euro, c'est à la fois le saut dans l'inconnu, on se rappelle qu'elle ne maîtrisait pas du tout le sujet en 2017, et c'est vrai que quand on regarde les comparatifs d'images entre les deux, on voit bien cette campagne de premier tour et l'effet qu'elle a eu, c'est-à-dire Marine Le Pen est bien davantage qu'Emmanuel Macron crédité comme ayant la capacité de s'occuper de problèmes concrets, de prendre des décisions en proximité des préoccupations des Français. Emmanuel Macron, sur les dimensions très techniques ou les dimensions internationales, aucun problème pour lui. Par contre, il a 2 soucis. Premier souci, effectivement, prendre des décisions qui ont un impact direct dans la vie des Français, mais aussi un autre enjeu pour lui, l'enjeu de la sincérité. Et Marine Le Pen, dans toutes les enquêtes dont on dispose sur cet aspect, sur la sincérité, elle le domine un peu. Emmanuel Macron, dans l'entre-deux tours, a donné le sentiment qu'il ouvrait la fenêtre grande en disant « mais moi je veux parler avec tout le monde, je veux retenir des propositions ». Il a utilisé du vocabulaire presque de la France insoumise à un moment donné, la planification écologique, et donc il a un enjeu de sincérité. Et c'est vrai que
parler non pas de clin d'œil à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon quand il parle d'écologie, mais de gros sabots verts, Nathalie Moret, cette conversion à marche forcée vers sur les questions écologiques. C'est un peu une grosse ficelle ou C'est vrai qu'il y a ça, il y a la planification écologique de Jean-Luc Mélenchon, mais lors de son discours de Nanterre à l'Arena, il avait aussi repris le slogan de Philippe Poutou, enfin du nouveau parti anticapitaliste. Nos vies valent plus que leurs profits. Voilà, donc c'est quand même l'antithèse de ce qu'on imagine être le macronisme. Donc oui, ça, j'allais dire que ce sont des clins d'œil, mais plus il y a de clins d'œil, plus on se dit, mais finalement, il pense quoi? Donc effectivement... C'est la sincérité. Il a beaucoup... Il n'a pas changé d'avis, je veux dire, parce que ça peut s'expliquer, il peut y avoir une certaine cohérence, évidemment. Mais pour des gens qui ne sont pas le nez dans la politique, comme nous, tout le temps, ça peut paraître assez surprenant de l'entendre parler, de l'entendre citer des phrases d'extrême gauche, et puis de parler de planification. Pour quelqu'un qui a été élu sur un programme libéral, ça peut être assez complexe à appréhender. Ces partisans vous expliqueront néanmoins que l'ADN je n'aime pas trop cette expression, mais l'ADN de La République En Marche, c'est justement le en même temps, droite, gauche. Les anciens électeurs socialistes votent aujourd'hui pour lui. Et puis, ils ont un argument aussi, les partisans d'Emmanuel Macron, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. Le quoi qu'il en coûte, c'est quand même, pour eux, selon eux, un marqueur de gauche, entre guillemets. Et finalement, cette politique sociale qui maintenant arrive à gros sabots avec notamment la planification écologique et cet appel du pied à l'électorat vert, ça vient pas de nulle part, disent-ils. Mais c'est vrai que c'est un peu dur d'être convaincant là-dessus. C'est un peu gros. Alors, on revient sur le débat. Que retiendra-t-on du débat? Quel extrait du débat passera-t-on jeudi matin à 8h sur cette chaîne? Eh ben, il est clair que en 2012, il y avait eu ce moment culte dont on se souvient tous, l'anaphore de François Hollande, où il semblait prendre l'ascendant sur Nicolas Sarkozy. C'était à la fin. On regarde cet extrait. Moi, président. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Je vais vous dire, la fonction de président de la République, c'est pas une fonction normale. Et la situation que nous connaissons, c'est pas une situation normale. Votre normalité, elle n'est pas à l'auteur des enjeux. Bruno Cotresse, on a raccourci parce que ça dure 3 minutes en fait. Ça dure 2 minutes 30, on l'a oublié. 15. C'est interminable. Et il a l'air groggy comme un boxeur en face. C'est véritablement ça ce qui s'est passé ce jour-là. Nicolas Sarkozy est acculé. Il n'imaginait pas, François Hollande capable de dégainer ça. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils sont pratiquement de la même génération. Ils ont pratiquement le même âge au moment où cette scène se passe. Ils se connaissent depuis très longtemps. Et Nicolas Sarkozy a sans doute l'image d'un François Hollande beaucoup plus arrondissant les angles, le François Hollande de la Corrèze, on va dire. Et là, d'un seul coup, il découvre un athlète qui s'est préparé et qui assène des coups. Donc scène mythique. Il y aura chacun a préparé, vous pensez ça, Jeff Wittenberg, des séquences comme ça, en se disant tiens, je pourrais le placer? Probablement, on n'en avait pas spécialement retenu pour 2017, mais là, clairement, François Hollande avait préparé ses formules, qu'il a retenu de tête, parce que c'est quand même assez long, comme vous l'avez rappelé. Les formules, ça peut être à double tranchant. Alors, bien sûr, il y a le monopole du cœur de Giscard en 74, l'homme du passif de 81, mais parfois, je ne sais pas si vous avez prévu de mettre cet extrait, une formule préparée, elle peut se retourner contre son auteur. On pense à Jacques Chirac, qui, comme François Mitterrand 7 ans plus tôt, dit à François Mitterrand. Donc, on l'avait préparé. Bon, alors on va peut-être le revoir, mais il lui dit... la phrase qui fait mouche. Vous n'êtes pas le président ici. Alors, on regarde. C'est Jacques Chirac. Vous voyez, on est bon, hein. On a devancé vos désirs, Jeff Wittenberg. Vous n'êtes pas le président. Il est prêt. Nous sommes en 1988. Et c'est Jacques Chirac qui dit, écoutez, je vous appellerai Monsieur Mitterrand parce que vous n'êtes pas président. Comme Mitterrand l'avait fait avec Giscard. Nous sommes en cohabitation. Et c'est vrai que François Mitterrand est président. Jacques Chirac est son Premier ministre. Mais là, au débat, on va écouter Jacques Chirac qui dit, nous sommes à égalité. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir,
Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Nathalie Moret, c'est vrai que c'est un hypercute terrible. C'est terrible. Et dans les deux cas, comme avec François Hollande, on voit que c'est la fonction de président qui est interrogée. Là, il y a François Mitterrand qui rappelle au candidat Chirac qu'il est le président de la République. Et donc, c'était très, très fort et très juste. Et dans la séquence entre Hollande et Sarkozy, personne n'imaginait à cette époque-là, rappelez-vous, en 2012, François Hollande qui disait le président normal, etc. Personne n'imaginait effectivement président de la République. Et quand il disait « moi, président, je ferai ci, moi, président, je ferai ci », du coup, il s'est présidentialisé. Donc, dans les deux cas, c'est la personnalité qui faisait plus président qui l'a emporté. Ah oui, il est entré dans le costume de président en se disant « moi, président ». Ça lui manquait, c'était quelque chose qui, à cette époque-là, faut se rappeler, hein, c'était en 2012, ça lui manquait, on ne le voyait pas président, on le voyait plutôt en Corrèze, etc. Et quand il a dit « moi, président », 13 fois. Moi, président, du coup, ça l'a assis en tant que président, c'est comme si l'enfiler le costume devant nous, c'est comme s'il se présidentialisait face à nous. Et dans l'extrait que vous venez de montrer, il y a au contraire le candidat Chirac qui essaye de le déstabiliser en lui disant « aujourd'hui, t'es plus président, t'es juste candidat ». Et il se remet François Mitterrand en disant « vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. » Tout est dit. Et après, il y a aussi plus la rien dose ne pouvait d'humour arriver. et de sens de la répartie. C'est ça. Oui, C'est dans le cas de Mitterrand. C'est-à-dire qu'effectivement, l'attaque était bien envoyée, mais face à lui, il y avait Mitterrand. Le coup de qui avait un griffe, sens de la répartie. Mais est-ce qu'on ne dirait pas aujourd'hui, vu la détestation que suscite parfois Emmanuel Macron, tiens, il fait le malin, il joue au plus malin, non? Est-ce que ça pourrait pas lui être reproché? C'est sûr que dans l'image négative d'Emmanuel Macron, l'idée qu'il aime faire le beau, qu'il aime faire le malin, est très importante. Et effectivement, traverse la rue, je vous en trouve du boulot. Parmi les gens qui détestent Emmanuel Macron, l'image d'un Emmanuel Macron qui pense toujours être le plus malin, le plus fort, qui a toujours une petite ruse, c'est vrai que c'est quelque chose qui compte. Alors, autre technique souvent utilisée, il y a eu Valéry Giscard d'Estaing qui demande à François Mitterrand le cours du Deutschmark, et on l'a oublié, mais en 2012, de la même façon, il y a Ségolène Royal qui essaye de piéger Nicolas Sarkozy en lui demandant « Savez-vous, monsieur Sarkozy, quelle est la part du nucléaire dans la production de l'électricité ?» On regarde ce moment culte et écoutez bien les chiffres parce qu'après, vous allez voir, c'est savoureux. Le nucléaire, vous êtes du côté de M. Chevènement ou du côté des Verts? Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France? Oui, mais est-ce que vous le confirmez, le choix? Quelle est cette part? Nous avons, madame, grâce au nucléaire, une indépendance sur l'électricité de la France à hauteur de la moitié. Vous défendez le nucléaire, mais vous ignorez la part du nucléaire. Alors, de combien nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire, madame. 17% seulement. Ce n'est pas exact. 17% ce n'est pas exact, seulement. madame. De l'électricité est d'origine nucléaire. Non, madame, ce n'est pas exact. De toute façon, tout ça se verra. Mais si, c'est ça. Ce qui est lunaire, c'est qu'ils ont tous les deux faux. Ségolène Royal encore plus. On va regarder EDF. J'ai pris EDF. 86% de notre électricité est nucléaire. Donc Nicolas Sarkozy dit que c'est 50 et Ségolène Royal dit que c'est 17. En fait, ce qu'a voulu dire Ségolène Royal, pour l'excuser, c'est que le nucléaire représente 17% de l'énergie que nous consommons et pas de l'électricité que nous consommons. Enfin, quand on veut piéger quelqu'un, on assure ses arrières. Oui, il faut être à jour de ces dossiers, ça c'est clair. Mais il faut recontextualiser cette scène, parce qu'il faut se rappeler que dans la campagne, Ségolène Royal avait eu plusieurs déclarations que certains interprétaient comme des déclarations fragilisant sa maîtrise des dossiers. On se rappelle des sous-marins, par exemple les sous-marins nucléaires. Et donc on voit que pour Ségolène Royal, il y a un enjeu qui est très important. Elle veut coincer Nicolas Sarkozy. Elle pense arriver à le coincer. On voit qu'elle le poursuit de sa question. Et on voit Nicolas Sarkozy un peu déstabilisé. Il trébuche sur le mot électricité. On voit qu'il perd un petit peu sa superbe. Il dit la moitié environ, mais il n'a pas l'air d'être sûr. Voilà, mais les deux ont faux, effectivement. Est-ce que, pour le coup, Marine Le Pen ne peut pas chercher à vouloir piéger sur des dépenses du quotidien? Par exemple, tiens... le prix du ticket de métro, vous qui roulez toujours en voiture blindée, on pourrait envisager une Marine Le Pen? En tous les cas, en étant la candidate du pouvoir d'achat, elle a tout intérêt à faire ça. Elle a tout
mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'effectivement, elle peut tenter de piéger le président candidat sur ce thème-là, mais elle, étant la candidate du pouvoir d'achat, il peut aussi tenter de la déstabiliser sur ce même thème-là. Donc c'est à double tranchant. On parlait du nucléaire. Là, pour le coup, les deux candidats sont pro-nucléaire. En revanche, ce qui les différencie, c'est l'occasion d'aller un peu sur le fond, c'est l'éolienne. On a beaucoup dit, et si cette élection était un référendum pour ou contre la retraite, enfin une hausse du prix de la retraite, est-ce que cette élection pourrait être aussi pour ou contre les éoliennes? L'argument sur lequel va beaucoup jouer Emmanuel Macron demain, si cette question est évoquée, c'est comment on fait. Est-ce qu'on démantèle toutes les éoliennes, puisqu'effectivement Marine Le Pen a dit qu'elle était contre, et démonter les éoliennes, eh bien ça a un coût, ça représente effectivement une grosse infrastructure dans le pays. Donc est-ce que ce n'est pas un des points de faiblesse sur lesquels il pourra appuyer? Il n'empêche, Nathalie Moret, vous qui écrivez dans la presse régionale, vous savez ô combien on mesure mal l'impopularité des éoliennes et ô combien les gens veulent s'en débarrasser? Oui, c'est vrai que les éoliennes sont pas très très populaires. Mais sur ce dossier-là, Marine Le Pen, qui a été une des premières à monter sur ce thème-là, donc à sentir effectivement que les éoliennes n'étaient pas totalement en odeur de sainteté, elle a changé. C'est-à-dire que là, ce week-end dernier, là, ses proches ont dit non, mais on va pas tout démanteler, on va essayer de faire au cas par cas. C'est-à-dire que parfois ça va coûter trop cher et puis parfois ça passe. Donc on verra au cas par cas. Beaucoup d'élasticité et beaucoup de souplesse dans cette campagne. On le voit aussi sur la question du voile, où le point de départ était l'interdiction du voile islamique dans tout l'espace public. Et là aujourd'hui, elle dit que c'est un objectif. Elle dit que les dames âgées, notamment, elle n'est pas insensible à leur doléance et que donc ça peut bouger. Et donc c'est en ça qu'elle est on verra bien demain dans le débat, finalement assez habile dans cette campagne où elle apparaît comme beaucoup plus rassembleuse qu'elle ne l'était il y a 5 ans. Et c'est vraiment ce qu'elle cherche à jouer jusqu'au bout. Et pourquoi cette plasticité sur un thème comme le voile? On sait, je crois qu'une majorité de Français sont contre le voile. Et pourtant, Marine Le Pen ne veut pas aller au combat pour justement donner une image... Comment interprétez-vous ce demi-recul sur le voile? Elle travaille évidemment son image de rassembleuse, la fonction de chef de l'État. Les Français la lisent quand même comme une fonction de rassemblement, même si après, le lendemain de l'élection et dans les mois qui suivent, la lune de miel va très vite s'estomper entre le chef de l'État et une bonne partie de la population, mais quand même, structurellement, cette fonction est une fonction qui appelle à l'unité et au rassemblement. Et donc, tout ce qui envoie un message qui est avec moi dès le lendemain de mon élection, on va vers des difficultés, on va vers des sujets difficiles, on va vers ça pourrait réfréner le vote Le Pen en disant pas très bon. J'ai pas envie que dimanche, j'ai envie que ça se passe bien, et le saut dans l'inconnu avec Marine Le Pen et les désordres que ça pourrait provoquer m'inquiète. N'oublions pas que la France vient de vivre 3 ans de crise presque non-stop, gilets jaunes, les retraites, Covid, l'inquiétude, l'angoisse aussi de ce qui se passe en Ukraine. Donc on est un pays qui est depuis plus de 3 ans maintenant dans un sentiment de peur, de doute, d'anxiété sociale. Et donc effectivement, tout ce qui peut réveiller l'idée qu'avec un nouveau chef de l'État, avec une nouvelle chef d'État, on va vers des tensions, n'est effectivement pas très très bon. Oui. On voit bien que son mantra, quasiment quelque chose qu'elle répète toujours, c'est « je ne veux pas fracturer la société française ». Donc, à force de le dire, c'est vrai que ça imprime. Or, tout ce qui est clivant est relié systématiquement à l'extrême droite. Donc, elle ne cesse de dire « je ne suis pas d'extrême droite » et « je ne veux pas plus fracturer la société française ». On voit bien qu'elle a identifié ces 2 facteurs de faiblesse pour elle. D'où le changement de nom du Front en Rassemblement National. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'affaire Gorgy. L'affaire Gorgy, eh bien, ça illustre l'utilisation du mensonge en politique. Est-ce qu'on peut mentir dans les duels? Dans les duels, hein, voilà, impunément. On va voir ce passage. Donc, c'est sur une affaire de terrorisme. Et c'est parole contre parole. Et c'est un échange entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Nous sommes en 1988. On regarde. Je n'ai jamais levé le voile sur une seule conversation que j'ai pu avoir avec un président de la République dans l'exercice de mes fonctions. Jamais. Ni avec le général de Gaulle, ni avec Georges Pompidou, ni avec Valéry Giscard d'Estaing, ni avec vous. Mais est-ce que vous pouvez dire, monsieur Mitterrand, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que Gorgy, que nous avions les preuves que Gorgy était coupable de complicité ou d'action
dans les actes précédents. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux? Dans les yeux, je la conteste. Alors on se souvient de cette formule, Bruno Cotresse, mais c'était parole contre parole. Hein. Nous, les téléspectateurs, on ne savait pas qui avait raison. On le saura par la suite. On va regarder les plus grands mensonges politiques. C'était Mitterrand qui avait menti. Hein. C'est clair que là, on voit un magnifique extrait. Jacques Chirac veut incarner le sens de l'État. D'abord, je n'ai jamais révélé les conversations que j'avais avec vous, président de la République. Donc, le Jacques Chirac qui incarne le sens de l'État, mais aussi celui qui incarne une sorte de réaction d'honnêteté et qui défie le président de la République en disant « Vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux ». Et Mitterrand, à ce moment-là, il renvoie une image que Mitterrand serait un peu fourbe, d'une certaine manière. Et Mitterrand, lui, nous renvoie une image auquel les Français s'étaient habitués. Mitterrand, le chat très agile, très adroit, qui arrive soit à dégainer un coup de griffe, soit à conserver son sang-froid. Et c'est vrai que dans les qualités du chef de l'État, lui qui va être à la table de négociations difficiles, qui va affronter d'autres chefs de l'État très malins, très rusés, très tacticiens, montrer qu'on a du sang-froid et qu'on peut même d'une certaine manière, sans blêmir, assumer un mensonge, bah, c'est une qualité qui effectivement est plutôt... C'est ce que lui reprochera Michel Rocard, hein, qui n'est pas toujours un honnête homme. Il n'empêche, ça lui a servi. Parce qu'on vient d'entendre cet extrait, mais il faut se souvenir de ce qui avait été dit avant. François Mitterrand avait accusé Jacques Chirac d'avoir libéré quelqu'un dont il savait qu'il était terroriste. Et c'est pour ça qu'on vient d'entendre cet extrait. Il y avait eu une attaque précédente de Mitterrand qui avait commencé l'agression. Et à la fin de cet extrait, Chirac... Il avait dit c'est indigne de vous. Et Jacques Chirac était blessé parce qu'il savait qu'il n'y pouvait rien. Et à la fin, juste après l'extrait que vous venez de diffuser, Chirac dit mais moi je ne joue pas au poker. Voilà, je ne suis pas joueur de poker. Et effectivement, tout est dit. C'est-à-dire que Mitterrand était prêt à tout pour montrer finalement sa supériorité mentale, parce que là on est dans le mental, on n'est plus dans les faits, puisque clairement, comme vous l'avez rappelé, Mitterrand a dit une contre-vérité ce jour-là pour déstabiliser, pour casser moralement son adversaire, ni plus ni moins. Alors est-ce que on sera capable demain d'aller sur ce genre de registre, asséner un vrai mensonge pour casser encore une fois son adversaire? On verra bien, mais là c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors maintenant il y a beaucoup de checkers, de fact-checkers, etc. C'est dans le même débat qu'il y a eu Monsieur le Premier ministre d'ailleurs, hein, je le précise, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure. Vous avez Monsieur le Premier ministre. C'est toujours embarrassant ça pour les journalistes, les contre-vérités qui peuvent être... vous savez, c'est la fameuse phrase « il ne ment pas, mais il dit jamais la vérité ». On peut toujours présenter les choses d'une façon ou d'une autre. Alors, cela dit, demain, les deux journalistes qui seront sur le plateau auront plus... je parle sous votre contrôle, mais plus le rôle de passe-plat et de modérateur que d'intervieweur. Mais c'est toujours le cas, hein, depuis... c'est-à-dire donc, ça sera à l'autre de débusquer le mensonge. C'est quand même assez difficile, je pense, pour les deux personnes. De les contester, de leur dire... pour dire, non, c'est faux, etc. Non, on est dans un duel et pas dans une interview. Donc, c'est un exercice un peu particulier. Ils ne peuvent pas s'inviter dans le débat, ils doivent juste l'arbitrer. Allez, tout de suite, on retourne là où ça va se passer, demain soir, avec notre journaliste Séverine Larouille. Alors Séverine, vous avez pu inspecter ce... Ah bah voilà, alors vous êtes en plein milieu là. Alors on ne sait pas qui va s'asseoir autour de cette chaise, Séverine. Ah ben non, on n'en sait rien pour le moment. Vous le voyez, ce plateau, je vous fais le découvrir en même temps que moi. Il y a deux chaises, deux sièges qui se font face, qui sont séparés de 2,50 m de distance. C'est la distance donc qui séparera les deux candidats. Et leur positionnement à gauche ou à droite de l'écran sera déterminé par tirage au sort. Voilà. Alors, juste à 4 mètres de ces deux sièges, on découvre ce pupitre. Ce pupitre, il est destiné à accueillir les deux journalistes qui animeront le débat, donc Léa Salamé et Gilles Boulot. Ici, en fait, rien n'a été au hasard. Les entourages des deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ont réglé le moindre détail jusqu'à la température qui régnera sur ce plateau. La climatisation sera réglée sur 19 degrés. Alors, 16 caméras filmeront ce débat, qui sont situées derrière ce décor. La captation fera l'objet d'une charte qui sera signée par les deux candidats à l'Arcom, l'ex-CSA. Alors, le débat de l'entre-deux tours en 2017 avait réuni 16,5 millions de téléspectateurs. Demain, rien ne sera laissé au hasard. Le coup d'envoi de ce grand rendez-vous démocratique, ce sera à 21h. Merci beaucoup, Séverine. Ça fait des cartons d'audience, Jeff Wittenberg. Ça fait des cartons, mais les
plus grosses audiences ont eu lieu en 81 et 88, où on avait eu 30 millions de téléspectateurs. Donc les 17 millions de l'autre fois, c'est très bien. Mais vous voyez qu'il y a encore une marge de progression. Et même si la politique passionne les Français, si on est maintenant au paroxysme de cette élection, mais il y a encore des gens, il faut souhaiter que ce ne soit pas le cas demain, mais qui font autre chose le soir du débat. Nathalie Moret, on avait beaucoup dit que l'élection ne prenait pas avant le premier tour. Là, il y a un enjeu. Oui, il y a un enjeu. Et du coup, la tension monte, l'intérêt monte. C'est comme si la campagne présidentielle avait vraiment commencé une semaine avant le premier tour. Et là, on est en plein. Le reste, enfin, la campagne écrase toute autre information, c'est vrai.